On démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Suicide du jeune Yanis. La justice a-t-elle fait une erreur? Yanis, qui s'était fait agresser sexuellement en 2019, s'est donné la mort fin mars après avoir appris que son agresseur était sorti de prison sous bracelet électronique et sans mesure d'éloignement. Une décision de justice qui ne surprend malheureusement pas Olivier, auditeur RMC dans l'Hérault, qui témoignait chez les GG. Je suis même plus étonné. Je suis même plus étonné parce que tout le monde est scandalisé par notre système de justice, mais faudrait que les gens peut-être ouvrent un petit peu les yeux. Ça fait des années que ça dure. Alors là, c'est le cas le plus grave parce que le petit est décédé, mais ça fait des années qu'on a des personnes comme ça qui ressortent, qui reviennent s'installer à côté des gens, et ça intéresse le peuple français uniquement maintenant parce qu'il y a une personne qui est décédée. Enfin, faudrait peut-être se rendre compte qu'on a un système de justice qui est absolument pourri, où les gens sortent de prison à vitesse grand V. Alors certes, il y a le problème de surpopulation carcérale, mais regardez ce que ça donne. On a un gamin, parce que désolé, pour moi c'est un gamin. Oui, 17 ans, bien sûr. Ouais. La justice a-t-elle fait une erreur, Jérôme Lavrieux? C'est-à-dire que, est-ce que dans ces cas-là, quand effectivement il y a une agression sexuelle, il faut au moins qu'il y ait une mesure d'éloignement, quoi? Le grand principe dans le fonctionnement de justice française, c'est qu'on essaye de poursuivre et de condamner la personne qui a commis le délit, le crime ou la faute. Et très vite, la victime est en dehors de tout ça, en fait. Et la justice s'occupe plus du suivi de la victime, elle s'occupe du suivi du condamné. Est-ce qu'il a effectué sa peine? Est-ce qu'il a rempli, sans doute, les conditions pour être libérable sous bracelet électronique? Et dans le dossier, personne se dit, peut-être qu'on pourrait appeler pour dire attention, dans 6 mois, la personne dont vous avez été victime va, parce que c'est la fin de sa condamnation, va être libérée. Et là, la personne peut dire, oui, mais attendez, il habite dans le même village que moi, je vais le recroiser. Et ça s'appelle l'humanité. Ça ne s'appelle pas le traitement administratif et automatique, ça s'appelle l'humanité. Il devrait y avoir un devoir d'humanité, y compris pour certains magistrats, qui, on pourra m'expliquer, ils ont trop de dossiers, ils jugent à l'appel, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de moyens pour la justice. Mais l'humanité, rien n'empêche jamais de faire preuve d'humanité. Est-ce qu'il faut qu'il y ait, justement, Yael Mellul, vous êtes ancienne avocate, un devoir d'humanité de la justice et en tout cas prendre aussi en compte le quotidien futur de la victime? Mais absolument, enfin je veux dire, ce qui s'est passé, c'est absolument inadmissible. C'est-à-dire qu'on a complètement, et tu l'as à juste titre rappelé, on a complètement occulté, oublié, nié l'existence des traumatismes de la victime. Et ça, c'est faire preuve d'un manque d'humanité absolument inadmissible. Et ce qui est encore plus inadmissible, c'est que nous sommes très nombreux à avoir déjà alerté depuis de nombreuses années les ministères concernés dans les situations de victimes de tentatives de féminicide. Quand leur conjoint ou ex-conjoint sortait de détention sans qu'elles aient été prévenues. C'est horrible. Enfin, je veux dire, et on demandait, on est vraiment très nombreux à l'avoir demandé depuis très longtemps. Oui, d'être prévenu à minima. Voilà, qu'il fallait absolument à minima que la victime soit prévenue. Bien sûr. Voilà, de la libération, que s'il n'y a pas au moins une obligation d'éloignement de celui qui a purgé sa peine, qu'au moins la victime prenne ses dispositions. Psychique, au moins, voilà. Et ben manifestement, il n'y a rien qui a été fait, puisque là, on est aussi dans le cadre de violences à caractère sexuel. C'est ça. Donc, et ce qui est terrible, c'est de se dire que ce jeune homme, ce gamin, voilà, n'a trouvé comme seule issue pour s'extraire de ses souffrances, c'est la mort, se donner la mort. Donc oui, il y a un dysfonctionnement manifeste de l'appareil, de l'appareil judiciaire qui n'a pas su protéger cette victime. Les GG ce matin sur RMC. Que fait l'éducation nationale concernant les toilettes dégradées dans les collèges? Un élève sur 3 déclare ne pas utiliser les WC de son collège à cause d'un manque de propreté et d'intimité. C'est le résultat d'une enquête du magazine Okapi et que confirme l'enseignante des GG, Barbara Lefebvre. Alors déjà, il faut quand même le préciser, on a un manque de moyens en termes de nettoyage et de régularité du nettoyage des toilettes. Et on a aussi, il faut le dire, mais ça, à mon avis, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça ne s'améliore pas. On a aussi certains élèves qui ne sont pas non plus très soigneux
dans l'usage qu'ils font des toilettes publiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû leur expliquer que des toilettes publiques, on fait attention. Peut-être que déjà chez eux, on leur apprend pas à faire attention. Donc il y a cette problématique du manque de personnel pour nettoyer, mais il y a une problématique aussi d'éducation de certains gamins, avec des gamins qui en plus souillent volontairement les toilettes pour faire de la pagaille. Bon, ça c'est connu. Et c'est quand même, alors on pourra en rigoler, mais c'est pas drôle du tout, Fred, parce qu'effectivement, quand vous avez des collégiens qui se retiennent de 8h à 16h, bah, ça pose quand même des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avoir plus de personnel, qu'est-ce qu'on fait? Mais enfin, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au collège, c'est là où j'ai pris ma petite habitude de faire popo toujours le matin avant de partir. Voilà, je l'ai gardé. J'ai 55 ans, j'ai toujours gardé mes petites. Avant d'arriver chez Estelle midi, je vais faire mon petit popo chez moi. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est. Oui, non, mais c'est vrai parce que déjà à l'époque, quand j'étais au collège, c'était pas très ragoûtant. Il y avait pas beaucoup d'intimité. C'était pas toujours très propre. Je pense pas que ce soit un problème nouveau. Je pense que ça a toujours été le cas. Dans les collèges. Donc oui, c'est vrai, il faudrait que ce soit propre et surtout que les gens se sentent en sécurité. Voilà, parce que... Mais bon, moi j'ai été confronté à ça et ça m'a toujours gêné d'aller aux toilettes au collège. Oui, mais c'est quand même un problème. C'est-à-dire c'est un problème, quand tu veux pas aller aux toilettes parce que c'est pas propre, il n'y a pas d'intimité, surtout quand tu es un gamin. C'est quand même hallucinant qu'on réussisse pas à tenir des toilettes, je veux dire, au collège, au lycée ou à l'école primaire, propres, Jérôme Lavrieux. Ça paraît dingue, en fait. Et je voudrais juste rappeler que l'état des toilettes dans les collèges ou dans les lycées ou dans les écoles primaires, c'est pas de la responsabilité de l'éducation nationale. Les écoles primaires, elles appartiennent aux communes. Les collèges, c'est les départements pour tout ce qui est fonctionnement, travaux, etc. Et les lycées, c'est les régions. Donc c'est à eux et ils ont une obligation. C'est nos impôts quand même. Mais c'est tes impôts quand même, ils ont une obligation d'efficacité. C'est-à-dire que tu ne dois pas pouvoir attendre 6 mois qu'une porte qui vient d'être cassée, elle soit réparée. Parce que sinon, par capillarité, tout part en morceaux. Donc il faut qu'il y ait une meilleure activité des collectivités pour le faire. Un signalement, quand dans un collège, dans un endroit, toutes les portes sont cassées tout le temps, c'est qu'il y a au-delà de ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de discipline peut-être dans l'établissement. Il y a un peu de surveillance, il y a un problème de remontée d'informations de la part de l'équipe de direction vis-à-vis du propriétaire du bâtiment. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte. C'est la théorie qu'il y a eu à New York, c'est on répare le premier carreau cassé. Parce que si on répare pas le premier carreau cassé, toute la fenêtre va partir en morceaux et de fil en aiguille, tout va être dégueulasse, inapproprié. C'est le premier petit carreau qui est cassé doit être réparé dans les 2 jours, dans les 3 jours qui viennent. Ça fait faire des économies. Plutôt que dire on a dépensé 200 000 euros il y a 2 ans pour refaire toutes j'allais dire autre chose, les toilettes du collège, c'est des dégueulasses, laissons-les vivre dans leur merde. Eh ben non, parce que c'est le gamin qui respecte tout qui est pénalisé. Oui. Donc dès la première serrure qui est pétée, il doit y avoir quelqu'un qui doit venir. Les GG, ce matin sur RMC, la SNCF a-t-elle abandonné les lignes classiques au profit du TGV? Aujourd'hui, des centaines d'usagers et d'élus locaux montent à Paris pour dénoncer le délabrement des lignes classiques Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse. Une colère tout à fait compréhensible et légitime pour le cheminot des GG, Bruno Poncet. Quand on est descendu à Vichy tous les deux, on a pris le Paris-Clermont. J'avais dit à Alain au départ du train, tu verras, à l'aller-retour, t'auras une cartouche. Et en fait, on a pris 35 ou 40 minutes à l'aller et au retour, ça s'est bien passé. Mais parce qu'en fait, c'est des lignes qui aujourd'hui n'ont pas été priorisées. Ils ont priorisé le TGV. Ils ont priorisé de refaire des lignes entre Paris et Rennes en 2017 qui ont été ouvertes, de faire Paris-Bordeaux. Mais par contre, le Paris-Clermont, le Paris-Toulouse, ce ne sont pas des lignes intéressantes à TGV. Donc en fait, ils n'ont pas mis l'argent dessus. Et aujourd'hui, moins tu mets d'argent pendant des années, à un moment donné, ça pourrit. Et une fois qu'après, tu dois remettre des sous dessus pour refaire de la maintenance, tu te retrouves avec des lignes vétustes. Yael Mellul, est-ce que l'État a raison d'abandonner les petites lignes au profit des TGV ? Non, d'autant qu'il me semble que la SNCF a fait beaucoup d'argent là cette année. Donc, et qu'ils avaient aussi prévu de consacrer cet argent à investir sur la modernisation aussi de leur rail ou je ne sais quoi. C'est surtout pour les TGV. Oui, voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on abandonne encore une fois la ruralité en réalité. Mais s'il y a personne dans ces petites lignes. Je veux dire. C'est pas qu'il y a personne, c'est qu'il y a pas beaucoup de gens. Mais ils font comment en fait? Mais d'accord, mais combien ça coûte après par passager ? Comment on va les isoler encore plus ces gens?
Mais on les empêche de conduire leur bagnole parce qu'elle répond pas aux critères, je sais pas quoi, là, écolo. Il n'y a pas de train pour qu'ils bougent de chez eux. Ils font quoi? Ils sont dans des déserts médicaux. Ils font comment? Déjà, rien que pour ça, basiquement. Donc, il faut pas les abandonner, ces gens. Alors peut-être qu'on attend que la concurrence vienne choper ces lignes. Et ben, tant pil pour eux. Voilà, tant pis pour la SNCF. Mais en attendant, à un moment, on passe notre temps à dire que l'État n'a plus d'argent. Donc à un moment, il faut être... Est-ce qu'il ne faut pas être rationnel? Non, mais manifestement, la SNCF a de l'argent. Oui. Ah bon? Voilà. Enfin, oui. On la renfloue régulièrement. Hein. On a renfloué de 40 milliards d'euros. Non, mais là, ils ont fait pour les retraites. Donc, ils en ont pour 50 ans. Ils ont l'argent que tu leur as filé. Déjà, les TGV, c'est pas aux dépens des petites lignes, parce que le TGV paye le TGV. Oui. Il n'y a aucune subvention pour l'exploitation des lignes TGV. Le phénomène, c'est à côté de Limoges, c'est pas loin de chez moi, est aggravé en ce moment parce que justement, l'État, via la SNCF, a investi énormément, pas pour les wagons, mais pour la réfection des voies. Et donc, ça crée d'énormes perturbations. Avant, c'était toujours le bordel parce qu'il n'y avait pas de travaux. Maintenant, c'est le bordel parce qu'il y a des travaux. Donc, il faut que ces travaux se fassent. Mais ça ne sera pas une ligne TGV. Fred Hermel, il faut qu'on mette plus sur les petites lignes ou plutôt plus sur les TGV? Oui, mais à un moment, est-ce qu'on parle de service public ou est-ce qu'on ne parle pas de service public, quoi? Voilà, donc oui, il faut. Mais il faut. Enfin, sinon, la SNCF n'est plus une entreprise publique. D'ailleurs, c'est plus une entreprise publique. C'est une publique qui appartient, dont l'État est l'unique actionnaire, mais qui a une mission de service public, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Tu ne viendras pas pleurer après quand le prix de ton billet augmentera. Oui, mais sauf que ce que je dépense pour le TGV, il n'est pas utilisé pour les petites lignes. C'est ça le problème. Comme c'est séparé. Ah, heureusement, tu vois. Les plus gros investissements, les lignes TGV. Oui, bien sûr, je sais. Non, mais c'est pareil, comme ça. Et comme ça permet de maquiller un peu les comptes. Apolline Matin, ce matin sur RMC, l'alimentation bio va-t-elle rester une niche après 4 années de baisse consécutive, due en grande partie à l'inflation? Les ventes de produits bio retrouvent de belles couleurs depuis 1 an. Mais attention, car c'est un retour en trompe-l'œil. C'est ce que nous expliquait ce matin sur RMC notre économiste Pierre Rondeau. Des enseignes comme Biocop voient leur chiffre d'affaires bondir de 8%, tiré par une hausse des fréquentations de 7% en 2024, ou encore la Vie Claire, avec des résultats en augmentation de 7,5%. Est-ce que ce phénomène se vérifie aussi dans les grandes surfaces? Bon alors, d'accord, j'ai été optimiste sur le bio. Parce que dans les grandes surfaces, ce n'est pas ce qu'on observe. En fait, on assiste à 2 France. Celle des consommateurs des enseignes spécialisées, où l'on va acheter bio à la Biocop, à la Vie Claire, et celle du reste du pays, où on fréquente les grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan. Et là-bas, le bio est de moins en moins mis en avant. Les références bio dans les grandes surfaces ont chuté de 25%. En fait, il y a une mélule. En clair, le bio, c'est pour les riches. Exactement. Il y a 2 France. Bah oui, il y a celle qui peut se permettre d'acheter les produits bio qui sont beaucoup plus chers que les produits. Si c'est beaucoup plus cher. Ah oui, non, mais c'est terrible. Que les produits traditionnels. Et puis il y a les autres qui vont acheter les premiers prix chez Lidl. Voilà, un petit peu. Il y a du bio chez Lidl. Hein. Bah oui. Oui, il y a du bio chez Lidl, absolument, qui est un peu moins cher que le bio chez Carrefour, par exemple. Mais ça reste quand même beaucoup plus cher, en sachant déjà que les produits alimentaires ont considérablement augmenté. Donc le bio a encore plus augmenté. Donc qui peut aujourd'hui acheter ça, même les fruits, qui peut acheter les fruits et légumes? Les riches. Bio, que les riches. À 50 balles le kilo de cerises, qui peut acheter ça? Oui, mais alors après, en saison, les cerises sont moins chères. Ah oui. Bien sûr. 50 balles le kilo de cerises. Hors saison. C'est quand tu les achètes en février. C'est pas les riches qui peuvent les acheter, c'est les gens qui sont dingues. C'est tout. C'est comme le raisin en plein hiver qui arrive importé d'Inde. J'en ai eu dans mon supermarché à côté de chez moi, j'avais pris en photo. Je dis, bah non, c'est les gogos qui vont acheter ça, faut pas se plaindre du prix. Le raisin en saison. Parce qu'on ne dit pas aussi que c'est pas la saison du raisin. Comment tu comptes ça? Tu vois le prix en fait. Il faut éduquer un peu les gens, c'est bien que le raisin, c'est oui, les gens ne sont pas éduqués, non, mais là, il faut éduquer les gens. Enfin, je vois, manger des fraises à Noël, je suis désolé, ça devrait être interdit. Mais oui, mais t'as des gens pour qui, s'il y a des fraises à Noël, si elles sont produites, c'est que c'est de saison. En fait, on n'est pas, je suis désolée, mais on n'est pas assez éduqués. On est d'accord, on n'est pas assez éduqués. On nous dit pas assez. Non, mais dans ton supermarché, est-ce que ça serait gênant d'avoir un petit écriteau avec les fruits et légumes de saison, Jérôme Lavrieux? Non, mais moi, si je suis propriétaire d'un supermarché, je veux gagner de l'argent. Je vends à celui qui est prêt à mettre l'argent pour le faire. On sera jamais éduqué, en fait. Si, l'éducation, c'est que c'est hors de prix pour moi à ce moment-là, du coup, j'en mange pas. Puis, comme par hasard, l'été, c'est moins cher, le raisin de table.
Ah, bah mince, je suis éduqué. Et en septembre, c'est. Il faut arrêter. Non, mais attends, excuse-moi, Jérôme Lavrieux, qui sait quand est-ce que la saison du poivron? Bah, moi, je sais pas. Voilà. Bah, à mon avis, c'est plutôt l'été. Oui, il faut du soleil pour faire bouillir les poivrons. Je pensais aussi ça, mais il se trouve que hier, il y en avait plein dans mon supermarché. Voilà, c'était en abondance, il y avait des poivrons partout. Et ils venaient d'où? Mais à Espagne. Espagne, j'ai regardé en plus. Et si ça vient d'Espagne, tu te dis pas, bah, c'est parce que ça pousse pas encore chez moi. Non, je me dis, il fait peut-être plus chaud là-bas. Oui, il fait plus chaud, puis et puis surtout, tu as plein On est un pays d'assistés, il faut être éduqué sur tout maintenant. Bah oui, il faut être éduqué sur tout. Si je sais pas que c'est pas la saison du raisin, c'est de la faute du gouvernement. Voilà. Enfin, excuse-moi, va dans la rue et demande aux gens s'ils savent quelle est la saison du raisin. Et bah tu verras. Bah, l'été, tu seras pour surpris. moi. Bah, c'est l'été, ouais. Non, et simplement moi, mon primeur, je lui demande quand il y a un comme ça, je dis mais c'est quand la saison? C'est bientôt. Il dit bah c'est là, ça vient d'Espagne, c'est pas encore la saison pour la France. Bah j'attends. Bah ouais. Mais il faut demander. Faut pas avoir honte. Ouais, enfin si ton primeur te dit oui, mais c'est sûr que c'est la saison. Bah non, parce que si le moment. C'est les meilleures d'ailleurs en ce moment. Si elles sont chères, c'est parce qu'elles sont bonnes. Ah non, moi il prend pas pour un con mon primeur. Mais non. C'est ce que tu crois. Salut Jamel. Jamel, si tu nous écoutes. On connaissait pas encore Jamel le primeur. On avait Sébastien le Boucher. C'est juste en face. Ah bah écoutez, c'est formidable. Votre vie est incroyable, Fred Hermel.